merci encore à mes amis marocains, Soumaya, Saïd, merci pour votre invitation. Même à distance, j'ai toujours plaisir à être parmi vous, à partager ces moments, surtout dans ces moments un petit peu particuliers. Oui, je suis un ami du Maroc parce qu'au Maroc, j'ai beaucoup d'amis et que j'apprécie énormément la gentillesse et l'amitié que me font tous les collègues et confrères marocains. Et Soumaya, depuis le tout début, quand j'avais moins de cheveux blancs, a toujours été quelqu'un qui m'a accueilli, il m'a fait participer à beaucoup d'événements au Maroc et que j'ai toujours effectué avec beaucoup de plaisir. Donc, on m'a demandé de réfléchir à cet exposé sur les liens qu'il y a entre hypertension et cholestérol. Et finalement, l'orateur précédent a planté un petit peu le décor parce que cette question, elle pose finalement la question plus générale de la gestion du risque cardiovasculaire. Alors, on pourrait parler d'un nouveau concept qui pourrait s'appeler l'hypertension. Pourquoi ce concept de l'hypertension, c'est-à-dire la coexistence de l'hypertension et de la dyslipidémie? Parce que épidémiologiquement, ces deux facteurs de risque sont très prévalents. J'ai pris ici quelques données américaines parce que vous le savez, c'est le pays probablement où ces deux facteurs coexistent de façon la plus dramatique, puisque un Américain sur 4 a de l'hypertension et quasi 50% des Américains ont un cholestérol total supérieur à 200 mg par décilitre. On considère qu'une personne sur deux de la cohorte Framingham cumule hypertension et anomalie lipidique. Et finalement, le message pratique, c'est que quand vous en avez un, il faut aller chercher l'autre. Puisqu'on pense que non seulement on sous-diagnostique ces comorbidités, dyslipidémie chez l'hypertendu ou hypertension chez le dyslipidémique, mais ça va plus loin. Sur 30 millions d'Américains qui sont hypertendus dyslipidémiques, seul un tiers sont diagnostiqués pour les deux facteurs de risque, dont un tiers sont traités et dont peu, on ne sait pas exactement le nombre, sont véritablement contrôlés. Donc il y a d'abord un signal épidémiologique, ces malades, vous les voyez tous les jours dans vos consultations en hospitalisation. Deuxièmement, il y a un point physiopathologique. Ces deux facteurs de risque qui ne coexistent pas par hasard, car on sait que la dyslipidémie, par ses effets athérogènes, par les troubles vasomoteurs, par la dysfonction endothéliale, peut promouvoir la survenue d'une hypertension. Et à l'inverse, l'hypertension artérielle, par ses effets directs ou indirects sur le vaisseau, mais aussi sur la perméabilité du vaisseau, va favoriser les complications de l'hypercholestérolémie, notamment par l'infiltration des plaques par les lipoprotéines athérogènes. Et puis, entre ces deux, il y a aussi un système qui semble être très impliqué dans la coexistence de ces deux facteurs de risque, qui est le système rénine-angiotensin-aldostérone. L'angiotensine 2 vasoconstrictrice va entraîner une dégradation de la fonction artérielle qui va favoriser la dyslipidémie. Mais vous savez aussi que l'angiotensine 2 est sécrétée par les adipocytes et peut faire le lien, par exemple, chez un sujet diabétique, obèse, insulino-résistant, entre troubles lipidiques et troubles vasculaires. Alors, comment on prend en charge ce risque? On est d'accord, il est prévalent, très prévalent. Il s'explique par la physiopathologie, mais comment est-ce qu'on va le prendre en charge? Après tout, les choses pourraient être simples. Vous n'avez pas besoin de moi. D'un côté, l'hypertension, de l'autre côté, la dyslipidémie, et je contrôle les facteurs de risque. C'est ce que j'ai appelé l'approche en silo, c'est-à-dire vous avez les deux choses en parallèle et on s'occupe d'un, puis de l'autre. Mais ça, on le fait déjà depuis plein d'années. On fait déjà contrôle de l'HTA, je parle sous le couvert de la présidente de la Société marocaine d'hypertension artérielle. On fait déjà la gestion d'hypertension. Est-ce qu'on est bon en France? Non. Moins de malades sur deux et finalement à l'objectif tensionnel. On fait déjà du contrôle lipidique, mais est-ce qu'on est bon? Non. Les enquêtes épidémiologiques montrent que finalement, on est dans 60% des cas probablement efficace, surtout en prévention secondaire, mais pas tant que ça en prévention primaire. Et puis surtout, le fil rouge de notre journée aujourd'hui, c'est quoi? C'est le patient. On a parlé du patient dépressif, on a parlé du patient diabétique et on parle aujourd'hui du patient qui cumule les facteurs de risque. Mais ce patient, en fait, il n'adhère pas à notre vision. Le trop de médicaments, trop bas, LDL bas, pression artérielle basse ou trop fort, je vais taper vite et fort, les patients n'en veulent pas. À tort ou à raison, mais c'est un facteur de résistance majeur. Et au-delà des données épidémiologiques, physiopathologiques, cliniques, thérapeutiques, il y a un domaine psychologique fondamental, et je referai référence à ce que disait le premier orateur, sur l'adhésion. C'est beaucoup plus compliqué que ça, que de contrôler l'hypertension et la dyslipidémie ensemble. Alors, la porte d'entrée, c'est bien sûr quelque chose de synthétique. Ça serait par exemple de parler du risque cardiovasculaire.
Et toutes les recommandations, que ce soit celles dans l'hypertension, dans le domaine des lipides, dans le domaine de la diabétologie, vont se servir peu ou prou de cette entrée qui est ce tableau. Ce tableau, il nous rappelle deux choses. C'est par exemple celui qui va s'intéresser aux patients hypertendus. Eh bien, plus le niveau tensionnel d'un patient est important, ici, la première ligne, plus son risque est important. Vous voyez, quand votre pression est basse, on dit même normale haute, parce que vous êtes juste en dessous du 14,9, eh bien, votre risque, il est jaune. Et plus votre pression artérielle augmente, alors que vous n'avez aucun autre facteur de risque associé, plus votre risque augmente pour atteindre le haut risque cardiovasculaire chez les gens qui ont une pression très élevée. À l'inverse, quand votre pression est très basse ou normale, c'est le cumul des facteurs de risque ou la présence d'une atteinte d'organes cibles, voire l'existence d'une maladie cardiovasculaire préétablie, qui va être responsable de votre augmentation de risque. Autrement dit, l'augmentation de pression d'un côté, le cumul des facteurs de risque de l'autre va être responsable de l'augmentation du risque. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire qu'indépendamment d'une porte d'entrée isolée, je mesure la pression, je mesure le cholestérol total, la somme de ces deux facteurs va générer un troisième élément qui est le risque et qui est en général un risque potentialisateur. Je dis souvent à mes étudiants, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, mais c'est 1 plus 1 égale 3. Donc, cette notion de risque, deuxième information, comment convaincre nos patients que ce que l'on mesure a du sens? Parce que le risque pour nos patients, ça ne veut rien dire. Ça ne se touche pas, ça ne se comprend pas, ça ne se partage pas et ça ne se perçoit pas. Ça veut dire quoi, risque élevé pour un patient? Le score cardiovasculaire européen, il a l'avantage de mettre un chiffre sur ce risque. Ce chiffre étant par exemple ici 7, 8, 10. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre risque de mourir de maladie cardiovasculaire à 10 ans. Autrement dit, si vous êtes fumeur, par exemple ici, que vous êtes un homme, que vous avez 70 ans et que votre cholestérol est très élevé, eh bien, votre risque de mourir de maladie cardiovasculaire, si en plus votre tension est très élevée, il est de 45%. 45% de risque de mourir à 10 ans d'une maladie cardiovasculaire. Mais vous savez, même ce chiffre, il ne parle pas parce que nos patients, ils ne sont jamais là. Ils sont plutôt jaunes ou verts, voire orange. Et vous leur dites, voilà, vous avez 3% de risque de mourir de maladie cardiovasculaire à 10 ans. Et même ça, ça ne fait pas bouger nos patients. Mais il y a une façon de les sensibiliser, c'est de leur dire, voyez, vous êtes fumeur, vous êtes ici, homme, fumeur, 50 ans, pression de 160, cholestérol total à 6. Eh bien, votre risque de mourir de maladie cardiovasculaire est de 7. Mais ensuite, vous les faites jouer. Vous leur dites, vous voyez, si vous arrêtez de fumer, vous passez de cette colonne à celle-là. Vous passez de 7 à 3. Effectivement, le tabac, ça réduit de 50% votre risque de mourir de maladie cardiovasculaire à 10 ans. Si on baisse votre tension, eh bien, votre risque de mourir diminue. Si on baisse votre cholestérol, votre risque de mourir diminue. Donc, ce n'est pas tellement la valeur qui va impacter l'attitude de nos patients, mais c'est de comprendre l'influence sur cette valeur qu'ont les interventions thérapeutiques, qu'elles soient pharmacologiques ou non pharmacologiques. Troisième difficulté, c'est que l'approche du risque, elle oblige le praticien à être multifactoriel. Si vous voulez modifier le risque chez un patient qui a donc une lipitension, c'est-à-dire qui cumule dyslipidémie et hypertension artérielle, eh bien, il va falloir taper sur plusieurs points d'entrée. Les règles d'hygiène de vie, le contrôle glycémique, puisque 30% de ces malades sont diabétiques, la gestion de la dyslipidémie, le contrôle de la pression artérielle et bien sûr réfléchir à l'agrégation plaquettaire, c'est-à-dire que l'hypertension implique prise en charge multifactorielle. Alors, pour ce qui est des règles d'hygiène de vie, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce sont des règles que vous connaissez bien, mais qui ont un effet collatéral majeur. Parce que si vous réduisez vos apports en sel, si vous perdez du poids, si vous réduisez votre consommation d'alcool, si vous faites de l'activité physique, si vous arrêtez de fumer, systématiquement, vous allez agir sur ces deux risques, hypertension et dyslipidémie, et systématiquement, vous allez agir sur le risque cardiovasculaire global. Deuxièmement, il y a des nouveaux facteurs de risque. On en a souvent parlé. Je pense que nous, cliniciens, on se doute de ces facteurs. Eh bien, dans les recommandations récentes, ils ont été mis en avant. L'origine sociale. On sait que les catégories socio-professionnelles défavorisées font plus de complications cardiovasculaires. Le stress. On sait aujourd'hui que le burn-out, le stress au travail, la dépression, cela a été rappelé, ou aussi un certain nombre de contraintes. Je présente souvent ce travail qui dit que les gens qui ont un mauvais mariage, qui sont mal mariés, sont à haut risque d'événements cardiovasculaires.
Les gens qui ne rigolent pas assez sont à haut risque de maladies cardiovasculaires. Les optimistes sont davantage protégés que les pessimistes. On connaissait ça lorsqu'on parlait des personnalités de type A ou de type B, mais maintenant, ça fait partie des recommandations de rechercher ces facteurs à côté, bien sûr, des maladies psychiatriques. Ça a tout son intérêt, on en a reparlé tout à l'heure, mais aussi des maladies auto-immunes, inflammatoires ou des traitements pour des affections virales comme l'infection par le HIV. Donc, la première approche, c'est l'approche sur les règles d'hygiène de vie et sur l'environnement, sur ce qu'on appelle finalement l'écosystème du patient. Ce n'est pas juste un problème de tension et de cholestérol, mais c'est aussi comment il vit, comment il travaille, comment il vit de cette vie, comment il est dans son quotidien. Et puis ensuite, on va bien sûr tomber sur les objectifs. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, vous le savez, les recommandations des sociétés savantes, qui sont peu ou prou les mêmes, montrent que l'objectif tensionnel a été revu à la baisse. Retenez de ce tableau que quel que soit votre niveau tensionnel de départ, l'objectif est d'avoir une pression artérielle systolique inférieure à 130 mm de mercure, sans jamais descendre en dessous des 120, parce qu'il y a ce phénomène, vous savez, de la courbe en J. Plus la pression baisse, plus le risque baisse, mais quand la pression baisse trop, le risque réaugmente. Et pour ce qui est de la diastolique, idéalement, on va dire entre 80 et 90, et en essayant de ne pas descendre, en dessous de 70 mm de mercure. Je parle de pression artérielle de consultation, mesurée avec un appareil validé, idéalement électroniquement. Et puis, une petite modulation, si vous avez plus de 65 ans, et surtout si vous avez plus de 80 ans, eh bien, on va revoir cet objectif un petit peu à la hausse et on ne sera pas au fameux 13,8, mais plutôt au 14,8, qui va être l'objectif tensionnel chez les gens qui ont plus de 65 ans. Alors, comment on fait? Parce que si on vous dit il faut y aller, il faut traiter vite, il faut traiter fort, eh bien, il faut adapter les recommandations. Et les recommandations, elles proposent cet arbre thérapeutique qui est une approche pas à pas. On vous invite à commencer d'emblée avec 2 traitements qui comprennent un bloqueur du système rénine et un inhibiteur calcique ou un diurétique, et d'associer ensuite ces 3 médicaments ensemble. Et puis, si ça ne suffit pas, et en le faisant toujours avec un seul comprimé, d'aller chercher l'aide de la spironolactone. Donc, bloqueur du système rénine, inhibiteur calcique, diurétique et spironolactone, c'est le carré qui va sauver vos patients hypertendus, que vous apporterez à vos patients étape par étape. Ça marche. Dans cette étude qui a comparé chez des hypertendus pas très sévères, 700 d'entre eux, avec une approche randomisée, la moitié, on leur donne un traitement d'emblée, quel que soit leur niveau tensionnel, avec une trithérapie fixe mini-dosée. Les autres, on les traite comme on a l'habitude de faire. Eh bien, vous voyez qu'au bout de 6 mois, ceux qui ont eu la trithérapie d'emblée ont été contrôlés à 70%. Et regardez, cette étude, elle a été faite où? Au Sri Lanka. Ce n'est pas une étude à Monaco, aux États-Unis. Ça a été fait dans des dispensaires dans le sud de l'Inde, dans ce pays pauvre. Donc, c'est possible de contrôler la tension du plus grand nombre d'entre nous si on attaque fort et si on attaque en mettant les médicaments ensemble. Autre approche, c'est l'approche lipidique. Donc là, je vous l'ai dit, et ça a été redit par l'orateur précédent, la porte d'entrée, que ce soit pour l'hypertension, pour le diabète et donc pour les lipides, ce n'est pas le niveau du facteur de risque, ce n'est pas le niveau de tension, ce n'est pas le niveau de cholestérol total, c'est le niveau de risque cardiovasculaire. La porte d'entrée, en fait, elle est représentée par la colonne de gauche. Quel est mon niveau de risque? Moins de 1%, faible. Entre 1 et 5%, modéré. Entre 5 et 10%, élevé. Supérieur à 10%, très élevé. Et c'est le niveau de risque qui va définir l'objectif en LDL et la façon dont vous allez traiter vos patients. Donc, vous voyez, ceux qui disent oui, mais on voulait donner des statines à tout le monde, ce n'est pas vrai. Regardez tous ces patients verts là, en diagonale. Eh bien, ce sont des gens chez lesquels on va uniquement préconiser des règles d'hygiène de vie. Mais chez les patients jaunes et les patients rouges, il faudra aller chercher l'aide d'un traitement. Alors, vous pouvez bien sûr calculer le score de risque. Je vous invite à le faire. Il est disponible sous forme de calculette et d'application. Vous allez sur Google, vous tapez score de risque. C'est très facile. Mais parfois, dans notre activité clinique quotidienne, on aime bien aussi aller plus vite. Est-ce qu'il y a des phénotypes de patients? Eh bien, c'est très simple. Les sujets à très haut risque, c'est-à-dire qui ont le risque de mourir de maladies cardiovasculaires supérieur à 10%. Vous les reconnaîtrez lorsqu'ils franchiront la porte du cabinet. Ce sont des gens qui ont une maladie cardiovasculaire établie. Donc, tous les gens en prévention secondaire, ce n'est pas la peine de calculer, ils sont à plus de 10%. Les diabétiques qui ont une atteinte d'organes cibles ou qui ont 3 autres facteurs de risque, ce n'est pas la peine de calculer, ils sont à plus de 10%. Et les insuffisants rénaux qui ont une clairance à moins de 30 ml par minute. Donc, ça, c'est facile. Un insuffisant rénal, un diabétique très malade parce qu'il y a 3 facteurs de risque, une atteinte d'organes ou un patient qui a déjà fait un événement cardiovasculaire,
ce sont des patients chez lesquels d'emblée, vous considérez qu'ils sont à très haut risque, 10%. L'objectif, je reviendrai là-dessus, ce sera d'avoir un LDL à moins de 0,7, voire pour certains même à moins de 0,57. Les sujets à faible risque, je prends exactement l'opposé. Pour cela, il faudra calculer le score de risque parce que souvent, on les attribue à tort comme étant des sujets à risque. Donc, les sujets qui ont moins de 1% de risque de décès, vous les dépisterez grâce à la grille. Vous n'échapperez pas à la grille pour les faibles scores et les scores modérés parce que souvent, ce sont des gens soit qu'on estime trop faibles, soit qu'on estime trop élevés. Et puis, le haut risque, ce sont des gens qui ont soit des facteurs de risque très élevés, tension très élevée, cholestérol très élevé, soit des diabétiques qui ont une durée de diabète un peu moins importante. En fait, c'est des très hauts risques, mais un petit peu modérés. C'est-à-dire que si vous prenez les facteurs de risque, c'est le cumul des facteurs de risque, mais avec des valeurs très élevées. Si vous prenez le diabète, c'est le diabète, mais moins long, avec seulement une atteinte d'organes cibles ou seul un facteur de risque au lieu des 3. Et si vous vous intéressez à l'insuffisance rénale, c'est entre 30 et 60 minutes par minute. Et donc, logiquement, pourquoi j'insiste sur ce risque? Parce que le risque va générer votre attitude thérapeutique. Le très haut risque, l'objectif sera d'amener les patients à moins de 70 mg par décilitre et on pense même à moins de 55 mg par décilitre chez les gens qui font des récidives d'accident. Le risque modéré, l'objectif est de 100 mg par décilitre et le risque bas, l'objectif est de 116. Vous voyez, les objectifs ont été revus à la baisse. Comment on va y arriver? Eh bien, c'est toujours pareil. On commencera par une statine. D'abord la statine pour arriver à l'objectif. Même si les triglycérides sont élevés, même si le HDL est bas, statine first. Si la statine ne suffit pas, on ajoutera de l'ézetimibe. Les fibrates au placard. On n'utilise plus de fibrates, ça ne sert à rien. Même dans des situations très particulières, vraiment les fibrates ont un niveau de preuve très faible. À part ces tableaux très particuliers, vous allez combiner statine et fibrate. Mais même quand vous faites cela, vous savez qu'il y a une étude, qui est l'étude Accord Lipide, qui a montré que statine fibrate ne fait pas mieux que statine seule. Et puis, il y a des pistes d'avenir. On en parlera peut-être au moment des questions et des réponses. Les oméga 3 qui reviennent en force avec l'étude Reduce-It et l'utilisation de l'EPA pur et les anti-PCSK9 qui sont désormais établis dans la gestion du risque cardiovasculaire. Donc voilà, vous évaluez le risque cardiovasculaire. Vous démarrez par un traitement si votre patient est un patient jaune ou un patient rouge. Vous commencez votre traitement par une statine avec l'objectif qui a été défini en fonction du risque. Vous rajoutez les étimibes si votre patient n'est pas à l'objectif et vous envisagez éventuellement comme trithérapie le rajout des anti-PCSK9 pour améliorer le contrôle de vos patients. Il y a plein de pistes d'avenir. Cette diapositive qui est extraite d'un article qu'on a publié tout récemment et qui montre que ça continue de bouger dans le domaine des lipides et on en parlera peut-être au moment des questions-réponses. Il y a plein de pistes d'avenir qui sont représentées dans cette diapositive. Ensuite, il y a une question qu'on nous pose souvent, mais ces malades à haut risque cardiovasculaire, est-ce qu'il faut leur donner de l'aspirine? La réponse est non. En prévention primaire, il n'y a pas de place pour un antiagrégant plaquettaire pour prévenir le risque d'événements cardiovasculaires. C'est clair et net chez les patients diabétiques, c'est l'étude Ascend. Alors, c'est clair et net, vous allez me dire, quand on regarde cette figure, 15 000 diabétiques, la moitié qui ont reçu de l'aspirine, 75 mg, l'autre le placebo, le rouge, là, la courbe en rouge, l'aspirine, elle est quand même en dessous de la courbe noire, placebo. Et il y a quand même une réduction de 12% du risque d'événements vasculaires. Donc, ce n'est pas que ça ne marche pas, l'aspirine. Ça marche, ça apporte un bénéfice vasculaire. Mais à quel prix? À un prix qui est que ça augmente le risque d'hémorragie digestive, respiratoire, urinaire. Et dans cette figure à droite, vous voyez en fait deux choses. Vous voyez en jaune et en rouge les saignements, et en gris et en vert, les événements ou la mortalité en vert. Et vous voyez, qu'est-ce que l'on voit? Il y a trois groupes de patients. Chez les gens pour lesquels le risque est très élevé, c'est-à-dire tout à droite, plus de 10%, vous savez, les fameux patients à très haut risque, ceux qui ont fait des événements. L'aspirine, ça sert. Donc, personne ne vous dit qu'en prévention secondaire, il ne faut pas donner de l'aspirine, même si ça fait énormément saigner. Regardez les courbes, les tableaux jaunes et rouges. Le risque de saignement, c'est quand même 50 événements pour 5000 patients traités par an. Il y a un risque hémorragique. Mais le bénéfice clinique, il est très, très important. Par contre, en prévention primaire, c'est-à-dire lorsque le risque est inférieur à 10%, entre 5 et 10%, ou même lorsque le risque est très faible, inférieur à 5%, là, la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur. Donc, le message général, ce n'est pas d'aspirine de façon systématique chez nos patients diabétiques en prévention primaire, mais peut-être une évaluation au cas par cas. Donc, en conclusion, je crois que la prévention cardiovasculaire du patient au risque, c'est un sujet d'avenir. Vous n'auriez pas pu choisir de message plus porteur d'espoir.
Parce qu'au-delà des prises en charge traditionnelles que je viens de vous évoquer, c'est un domaine dans lequel tout est en train d'être révolutionné. On parle des antiplaquettaires au long cours. Vous savez qu'on imagine maintenant que le ticagrelor ou même le prasugrel, on ne l'arrêtera plus, on pourrait le laisser ad vitam aeternam. On parle même des AOD au long cours après avoir arrêté les antiagrégants plaquettaires. Je pense notamment aux derniers essais qui ont été faits avec le rivaroxaban. On pense au sacubitril valsartan à la place des IEC dans le cadre du basique ou de la gestion de l'hypertension artérielle. On pense à la trithérapie pour le lipide avec statine, ézétimib et anti-PCSK9 demain. On pense à l'EPA pour baisser le taux de triglycérides et réduire encore la morbimortalité. Et puis, des pistes d'espoir, mais aujourd'hui trop onéreuses. Vous avez tous vu les résultats du canakinumab dans l'essai CANTOS, qui est un anti-inflammatoire très puissant et qui réduit la morbimortalité. Et puis, de l'autre côté, la colchicine, anti-inflammatoire qui ne coûte rien et qui réduit encore plus la mortalité chez les sujets coronariens. Et puis, des croisements qui se font entre disciplines, parce qu'on pourrait peut-être dire que les nouveaux antidiabétiques oraux sont des nouveaux médicaments du risque cardiovasculaire. Et donc, pour terminer, et puis remettre le patient au centre de la question, non seulement il faut que l'on fasse des webinars, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on applique les recommandations, mais il faut aussi qu'on change notre façon de communiquer vis-à-vis du risque cardiovasculaire. Parce que quand on dit à nos patients, vous savez, ce n'est pas grave, vous avez une petite hypertension artérielle, ils ne prendront pas leur traitement et vous ne les contrôlerez pas. Quand vous dites à quelqu'un, vous savez, bon, vous avez du cholestérol et de l'hypertension, c'est moins grave que le Covid ou c'est moins grave que le chikungunya, vous n'engagerez pas vos patients. Quand vous leur dites, vous savez, on a plus de 1500 molécules remboursées pour gérer l'hypertension générique, thérapie simple, thérapie combinée, on va y arriver, vous n'engagerez pas vos patients. Et puis, là-dedans, derrière ça, derrière nos patients, il y a nous, il y a notre inertie thérapeutique. Et quand vous dites à quelqu'un, vous avez 143,92, c'est bon, eh bien, ce n'est pas bon. Donc, cette présentation, c'est aussi un plaidoyer pour qu'on change dans notre façon de prendre en charge nos patients qui combinent hypertension et dyslipidémie, les recommandations, les bons traitements, mais peut-être aussi le bon comportement. Merci pour votre attention.